Bon, vaste question, mais déjà je pense qu'il faut la retourner la question, essayer de voir à travers elle déjà les symptômes de notre état d'être, à mon avis, extrêmement torturé. C'est-à-dire que on a le sentiment, pour chaque problème, il y a nécessairement une solution. Et bien souvent, la solution, c'est la consommation ou l'extérieur qui nous l'apporte. Alors s'il s'agit de problématiques d'ordre biologique, on va passer par un biais de consommation type, on va acheter tel ou tel objet. Si c'est un besoin sentimental, on passera par une sorte, comment dire, de nécessaire attachement à quelqu'un qui nous fournira de l'affect. Si c'est un besoin sexuel, ça sera aussi de l'ordre de la consommation, charnelle cette fois-ci. Donc l'idée c'est que déjà, quand ça va mal, considérer qu'il faut une solution, c'est déjà peut-être avoir une approche qui est réductrice. Dans le sens où le problème est déjà peut-être une réponse en soi. Plutôt que de vouloir échapper au problème, il faut peut-être l'asseoir à la table, essayer de discuter avec lui pour savoir euh, en vertu de quoi il apparaît, pour quelles raisons il se manifeste. Et si on est amené à pouvoir le comprendre profondément, peut-être que sa manifestation se réduira, s'anéantira à terme. Mais le fait est que, à force de fuir les problèmes par des solutions, on ne fait jamais que faire en sorte finalement qu'ils réapparaissent à un moment ou à un autre. Donc déjà, vouloir apporter des solutions, c'est un mécanisme de raisonnement qui est symptomatique d'une époque qui croit que tout peut se résoudre par une solution extérieure, c'est-à-dire par le biais voilà, d'une pièce, voilà, d'un puzzle manquant qui vient, tiens, c'est bon, j'ai la solution au problème. Donc en fait, au lieu de vouloir sortir du problème, moi je pense qu'il faut foncer dedans en fait. C'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle on considère qu'on est en crise. C'est quoi la crise en fait? C'est pas pouvoir évidemment bénéficier du cirque habituel qui est celui de l'agitation, qui est celui du mouvement, qui est celui du... Bah, évidemment, ce que je répète souvent, bah, à juste titre et pour moi de façon pertinente, la consommation. C'est-à-dire, est-ce que justement le fait de poser toujours le problème du problème n'est pas en soi, en lui-même, le problème, si je puis dire? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, voilà, il y a une espèce d'obscurité là qui vient voilà, comme une ombre pesante, s'accoler un peu dans les consciences, qui vient un peu pénétrer les intelligences et dire ça va pas, ça va pas. Alors évidemment, d'un point de vue structurel, politique, économique, c'est évident que ça va pas. Mais la question est de savoir pourquoi on dit que ça va pas. Parce qu'on espère toujours mieux et que notre individualité, notre nature d'humain est une nature qui a un besoin croissant d'assouvissement en fait. On ne satisfait jamais d'une situation, il nous faut sans cesse une qui vient dépasser celle qui précédait, et ça va de façon, c'est exponentiel en réalité. Ce qui veut dire que la nature des problèmes qu'on rencontre, c'est en même temps les solutions pour assouvir des besoins plus profonds dont on n'a pas encore conscience. Et je vais me faire l'avocat du diable pour te apporter la réplique. Les gens qui ont actuellement peut-être 15 ans, 20 ans et qui sont étudiants et qui subissent des choses qu'ils n'ont en réalité pas du tout Mmh, méritées, mmh, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme réponse? Parce que là, les vieux, autant ils ont leur monnaie de leur pièce, mais les jeunes, mmh. Bah, je dirais que c'est une grâce qu'il leur a accordée. une grâce de souffrir. Parfaitement. Pourquoi? Réfléchissons bien à la situation. On a ce qu'on appelle les boomers. Les boomers, ce sont ceux qui ont bénéficié d'une situation économique favorable. En ce sens que voilà, la route était tracée. Les possibilités d'émancipation par le biais économique étaient présentes. Donc on pouvait capitaliser, acheter une maison, qui plus est une résidence secondaire, puis on avait un travail, c'était stable. C'est-à-dire que les souffrances, d'autant qu'il y avait aussi une stabilité aussi des mœurs, globalement, les souffrances étaient très comment dire, très limitées et au niveau de leur intensité, à mon sens pas forcément, pas forcément ultra déchirantes, c'est mon avis. Raison pour laquelle on a vu apparaître des espèces de prétendues pathologies chez les humains du type un stress montant, mais le stress il est lié à quoi finalement? Il est lié à une sorte de suractivité où on n'est pas en mesure de gérer la totalité des engagements qu'on a pris, donc du coup il y a une espèce de contamination nerveuse
Mais ça veut bien dire que finalement, il n'y avait pas de problématique existentielle forte pour beaucoup. C'était juste bah, voilà, le surmenage, c'était ça les problématiques. Mais quand une société est confrontée à cette problématique-là, c'est qu'elle a un vide existentiel finalement. Parce que naturellement, ce qui permet de franchir les seuils dans la vie, c'est la souffrance. La souffrance, c'est comme c'est la pénétration dans un espèce d'inconscient mortifère qui n'a pas eu droit à vivre dans la réalité. Et à partir du moment où part une frustration, l'abandon, enfin une rencontre plutôt une situation sentimentale défavorable, ou alors un emploi qu'on perd, on est comme renvoyé à nous-mêmes parce que la société ne valide plus notre situation. Ça y est, je suis plus aimé, je suis plus socialement intégré, mon boulot n'est plus présent, donc j'ai plus une légitimité qui va de soi. Donc ça nous renvoie à quoi? Obligatoirement à devoir chercher une légitimité intérieure. Or, quelle est la légitimité qui peut être la plus durable, la plus fonctionnelle et la plus stimulante? C'est celle qu'on s'accorde à soi-même, qui n'est plus tributaire d'une note, qui n'est plus tributaire d'une intégration à un groupe, qui n'est plus tributaire de sentiments donnés par quelqu'un. Donc, à partir du moment où tout à l'extérieur est dysfonctionnel, où on ne peut plus bénéficier d'une approbation extérieure, qu'est-ce qui se passe? On est, comme aurait dit Jésus, dans l'obligation de construire sa maison sur la pierre et puis sur du sable. Donc les souffrances, tout le stress par les études que les gens rencontrent sont dans leur constat premier regrettable et peut-être justement, peut-être pas dramatique, mais en tous les cas on peut les considérer comme, comment je pourrais dire ça, comme indu. C'est pas logique qu'un enfant souffre si vite. Mais si on réfléchit bien au résultat qu'a produit, on va dire, ce demi-siècle ou un peu plus de consumérisme exacerbé, ça produit un individu de 50-60 ans complètement dépressif parce que la souffrance, ne l'ayant pas vécu assez tôt dans leur vie, tu te rends bien compte que le moindre problématique est pour eux débordante, quoi. Et puis je fais ci, et puis je fais ça, et puis il y a ça, et tous les paramètres, finalement qui sont des paramètres qui s'entremêlent parce qu'ils ont eux-mêmes projeté trop de choses, qui n'arrivent pas à gérer, deviennent en fait une espèce de poison qui se sont eux-mêmes infligés, ce qui veut dire qu'en fait, à défaut d'avoir vécu une grosse souffrance purificatrice qui permet de s'aguerrir et de construire sa maison sur la pierre, ils vont vivre une espèce de souffrance parcellisée sur la durée qui fait d'eux des névropathes, en fait. Concrètement. Un jeune qui vit une crise existentielle à 18, 19, 20 ans, qui du coup ne trouve plus l'approbation extérieure, parce que c'est dur de vivre des relations stables à cet âge-là qui plus est. C'est dur d'avoir le sentiment d'être crédible ou d'être légitime au sein de l'institution universitaire. C'est dur auprès des parents de sentir, parce qu'eux-mêmes veulent que leur fils soit le prolongement de leur réussite, sentir, comment dire, un espèce d'amour détaché, inconditionnel, sachant qu'il y a une pression voilà, qui s'exerce sur eux. Qu'est-ce qui se passe comme, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme alternative? Ben, une espèce de retour à soi, la possibilité d'essayer d'établir un dialogue avec soi-même pour se conférer une légitimité à travers la souffrance purificatrice qui elle-même produira un type d'humain à 30-40 ans probablement plus costaud, plus solide que l'ont été nos prédécesseurs qui sont, si on est honnête, pour la plupart des névrosés. La réalité est là. Parler à des parents de 50-60 ans, quand ils parlent politique, quand ils parlent comment dire, du sens de la vie, ayant été eux-mêmes des automates méthodiques programmés pour certains à l'action et à sa justification, la consommation, il suffit de voir, là je n'ai un parallèle, ce qu'expliquait Mircea Eliade, le fameux philosophe des religions, ou psychologue des religions on va dire. Il considérait qu'il y avait une espèce de mutation entre le passage de l'homo religius et l'homo faber, c'est-à-dire l'homme relié à un principe supérieur et à son action, c'est-à-dire que le paysan, quand il cultivait ses terres, il disait tiens, il faut que j'ai l'approbation des dieux, leur appui, il faut que j'ai leur complicité, et donc il y avait un lien entre les besoins immédiats et une transcendance, c'est-à-dire tout était lié, le ciel était lié à la terre, c'était pas découpé. Il fallait que Dieu soit complice de notre travail et pour qu'il puisse nous porter un certain bénéfice. On est passé cette situation-là, une situation où l'homme, par l'aliénation bien définie par Marx, a subdivisé son travail, il l'a décorrélé d'un sens supérieur, donc une tâche exécutive, simple, redondant, dont la manutention est l'exemple le plus illustratif, et à côté de ça, une espèce de contrebalancement, enfin une espèce de compensation par l'économique et par les festivités. C'est-à-dire il est homo alienus, qui est compensé par l'homo festivus et l'homo economicus. Donc j'ai un travail inaccomplissant qui n'a plus de lien vertical, c'est absolument pas stimulant, j'ai pas le sentiment de participer à une évolution, on va dire, viable et en même temps
enrichissante psychologiquement et à l'extérieur d'eux, c'est-à-dire dans une économie de partage, avec une complicité d'un être supérieur, mais simplement je travaille, j'ai une rétribution qui me permet de capitaliser, et qui plus est pour mon besoin extatique, mon besoin de stimulation, de joie, alors là je peux être dans la fête. Donc le passage de l'homo faber religius à l'homo alienus, donc étranger à soi, dépossédé parce que son temps il le vend, et il considère même, c'est quand même, quand on réfléchit basiquement, hallucinant, il vend la plupart de son temps de travail, c'est-à-dire de vie finalement, à un travail, pour lequel il n'a pas forcément une estime forte parce qu'elle ne rétro-régit pas sur lui de façon favorable, elle ne façonne pas son esprit et sa conscience. Mais par contre, il y a un petit peu de temps où il pourra symboliquement, à travers ce qu'il va pouvoir avoir comme capital symbolique, c'est-à-dire qui va lui conférer une espèce de valeur, et en plus de ça aussi, une espèce de temps de jouissance, apéro, fête et compagnie, avoir une espèce de rétribution dans un temps minoritaire, parce que le temps majoritaire, c'est un temps où il accepte d'être dépossédé de lui-même. Donc je pense que c'est ces questions-là qui sont en réalité des limitations du potentiel humain réel, que les jeunes sont en réalité, rejettent en réalité de façon spontanée, pour bien des raisons. Il suffit de voir à quel point des jeunes arrivés à l'âge adulte finissent par choisir des vies complètement alternatives. Alors je pars dans un van pendant 2 ans, je veux partir en Inde pendant 1 an, je veux partir en Erasmus. En fait, c'est des fuites par rapport à une situation qu'ils pressentent comme limitative, ayant vu le résultat de leurs parents. Psychologique, et c'est intuitif, je ne pense pas qu'ils raisonnent intellectuellement, mais c'est un résultat. Ils sont stressés, névrosés, toujours dans la peur. Est-ce que finalement, ce qu'ils sont n'est pas le résultat de ce qu'ils ont été amenés à faire, à savoir s'aligner dans un travail pour avoir une rétribution capitalistique et une rétribution de jouissance hormonale, comme j'aime à dire, dans la fête. Ce que a très bien théorisé Philippe Murray dans l'Homo festivus, d'ailleurs. Et donc à partir de là, je pense qu'il y a un pressentiment intuitif de l'enfant qui se rend compte qu'il ne veut pas être ça, donc il y a une prise de position antagoniste, même inconsciente, qui fait qu'il fait des choix in fine différents, parce qu'il sait très bien que, comme on dit, on juge l'arbre à ses fruits, donc il ressent cette nécessaire mise à distance du produit final qui est l'être humain, on va dire, l'être humain de 68, d'après 68, quoi, voilà, dans cette vision libérale, libertaire, tout ça. Donc c'est très, à mon avis, c'est un réflexe presque de survie d'une dignité humaine qui permet à une génération après l'autre de contrebalancer les dérives d'une espèce d'intégration beaucoup trop forte et irréfléchie du principe du capital qui est je consomme, que je travaille, je consomme, je jouis. Et je pense que en dehors du fait que ça peut être critiquable ou comme ça peut avoir des bienfaits, in fine, ce qui résout le problème, le juge catégorique, c'est qu'est-ce que ça produit comme humain. Regardez les gens de 50, 60, 70 ans. C'est eux qui votent Macron, hein, si on veut réfléchir. Et c'est eux aussi qui sont à l'origine de la situation politique actuelle. Voilà ce que je pouvais dire. Okay. Et là, tu as décrit le monde tel qu'il était, on pourrait dire, entre les années 80 et 2020, où il y a eu cette grande crise du coronavirus. Et on a vu qu'on a, d'un seul, le monde entier a été confiné. En tout cas, le monde occidental. Et ce que je me demande, c'est que, après cette hyperactivité qu'on a vécue pendant 50 ans, on peut dire ça comme ça, et cet arrêt total d'un coup, est-ce que tu peux y voir une image symbolique forte dans tout ça? Une image symbolique forte, oui, c'est ça, purement et simplement, pour moi, dans l'histoire dialectique, ça veut dire dans le fait que dans l'histoire, il y a toujours une espèce de rééquilibrage entre une force qui au départ est équilibrante, ça c'est le monisme dialectique chez Hegel, qui est structurante, et arrivé à une espèce de paroxysme devient tout l'inverse, inversion des valeurs et compagnie, et du coup appelle à l'émergence de son contraire, ou en tous les cas d'une force qui prendra le relais et qui pourra devenir vertueuse, et donc source finalement de bénéfices pour l'humanité. Donc l'image symbolique, elle est très simple, je vais donner une image qui pourra pour moi être très caractéristique. En psychologie, on parle souvent, quand il s'agit de pathologies très connues du grand public, bipolarité, schizophrénie, on parle initialement de dissociation. Ça veut dire quoi? Le conscient et l'inconscient se dissocient. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous roulez en voiture, lorsque vous marchez dans la rue, nécessairement il y a le besoin d'un apport inconscient pour traiter des données de façon sous-jacente. C'est-à-dire que vous réfléchissez à quelque chose, vous marchez, ensuite vous devez gérer évidemment le passage de telle ou telle personne devant vous, l'espace qui vous sépare, et donc il y a toute une complicité de l'inconscient qui gère des données pendant que vous pensez à autre chose. Et en fait, ce qui se passe quand il y a une dépression, d'accord, ou là, une schizophrénie, mais une dépression, c'est que l'inconscient décide de se dissocier du conscient et ne lui donne plus l'apport énergétique qui lui permettait d'agir normalement.
D'où l'idée, quand on est dépressif, on est arrêté littéralement. On est dans le lit, on bouge plus, on n'a plus l'énergie de l'inconscient, qui est celui qui d'ailleurs d'un point de vue biologique nous permet une thermorégulation, qui permet le renouvellement des cellules, qui permet de respirer sans qu'on y réfléchisse. On parle de système nerveux autonome. Sur l'équivalent psychologique, c'est l'inconscient qui du coup vient aider à faire en sorte que on puisse à l'extérieur disposer d'une espèce de, voilà, de régulation de données fondamentale. Quand on conduit, on ne réfléchit pas forcément à la route qu'on prend bien souvent, ce qui peut être dangereux d'ailleurs, et on a cet inconscient qui nous aide à gérer plein de paramètres simultanément. Et donc, quand il y a dissociation, il se retire et il n'a plus l'énergie adéquate pour continuer à s'exercer normalement dans la vie et dans voilà, comment dire, les tâches journalières. Et donc, l'idée est la suivante, l'image que je vais employer là, c'est que là, voilà, à partir du moment où finalement l'inconscient qui nous aidait à désirer, consommer, jouir, participer et être dans cette roue du hamster, comme j'aime à dire, et ce qui se passe, c'est que le hamster, finalement, il sort. C'est-à-dire que, pour résumer simplement, les forces de l'inconscient sont du coup retirées comme maintenant, celles qui aidaient à être dedans, puisque la machinerie automatisée n'est plus accessible dans l'idée. Ce qui veut dire qu'il y a tout lieu de penser que cette situation est intéressante dans le sens où on va devoir reconfigurer, réécouter, reprendre en compte le postulat de l'inconscient, qui est à mon avis le guide qui permet de franchir des seuils dans l'histoire successifs adaptés à nos besoins évolutifs. C'est-à-dire que je pense que c'est l'inconscient qui aide un moment chez un individu qui va du coup embraser d'autres à s'insurger contre des problématiques d'esclavage. C'est l'inconscient qui aide un mystique à lutter contre l'emprise d'un tyran, par exemple, et qui fait des retours. Lui, c'est toujours l'idée d'une injustice qui ne peut pas être d'abord établie intellectuellement, mais qui est une espèce de feu dévorant qui dit non, on veut plus, et qui aide ensuite, par le biais d'individualité et de groupes de personnes, à améliorer la morale dans l'histoire, une éthique, une morale ouverte qui se développe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on arrive à une stagnation de la morale, et au contraire à un amoindrissement que tout le monde peut constater, cet arrêt va permettre justement de voir un petit peu dans ce champ-là, dans ce champ archétypique qu'est l'inconscient, où se situent peut-être des éléments, non pas d'information, mais des espèces de seuils énergétiques qui peuvent nous aider à avoir le courage et à comprendre intuitivement ce qu'on se doit de faire pour produire un futur en adéquation avec notre potentiel et à ce que la vertu impose comme nécessaire évolution favorable de l'homme dans l'histoire vers des sphères toujours plus grandes. Pour résumer simplement, l'histoire se détermine de la vie sur 4-5 phases évolutives indubitables. La géosphère, c'est-à-dire la sphère géologique. Ensuite, par un processus de minéralisation, on va avoir la sphère biologique. Ensuite, la sphère organique, c'est-à-dire les animaux. La sphère humaine consciente. Et maintenant, en fait, il faut une nouvelle sphère. Mais on ne peut pas l'envisager et se diriger vers s'il n'y a pas à un moment donné une mise à l'arrêt. Parce que là, le seuil suivant, si on se fie qu'à la conscience automatisée, tel que le transhumanisme le souhaite, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est qu'un paquet d'organes qu'on doit optimiser, nous amène à mon avis à un seuil évolutif artificiel et pas un seuil évolutif inscrit dans nos archétypes, inscrit dans notre inconscient, comme un destin collectif qu'on doit suivre. Donc cet arrêt permet peut-être d'avoir une lecture plus forte de ce qui est inscrit en nous pour poursuivre peut-être une histoire qui soit plus en lien avec notre destinée réelle plutôt qu'une destinée artificielle qui donnerait un pouvoir ad vitam aeternam de l'homme sur l'homme. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ok, j'aimerais revenir un petit peu en arrière dans le fil de ton raisonnement. À un moment donné, tu parles de la morale, comme quoi la morale sera insuffisante. Et je me demande d'où ça peut te venir, parce que je n'entends parler que de morale depuis des années, où on nous balance qu'il y aurait une sorte d'injustice permanente faite à l'égard de certaines communautés que je ne vais pas nommer, mais qui sont très présents. Et il faut absolument lutter contre ces discriminations qui seraient soi-disant insupportables. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ce genre de remarques? Je dirais qu'il faut toujours dissocier la manifestation extérieure de la morale sur le terrain idéologique et politique du mouvement interne qui fait qu'elle émerge. D'accord? C'est-à-dire que, c'est quoi la morale? Si on réfléchit bien, c'est un noumen, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire que c'est pas expérimentable, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde admet qu'il y a l'amour, l'éthique, la morale, mais c'est pas saisissable, je peux pas expérimenter ça. Ça veut bien dire que c'est quelque chose qui agit comme une traction psychologique. Donc c'est une traction intérieure qui nous pousse à vouloir faire en sorte qu'elle puisse se manifester en dehors de nous. Sinon ça reste qu'une donnée intérieure intellectuelle finalement vide de sens si elle ne prend pas application dans le réel. Si on parle d'amour et qu'on dit je suis pour l'amour mais que ça reste une donnée et qu'on ne l'applique pas, évidemment ça n'a pas de sens. Donc l'idée la suivante, c'est qu'il y a une traction de la morale
en nous, et il y a son application sur un terrain donné, avec des possibilités données, avec des limitations, avec des a priori quant à ce qu'est la morale, et du coup des gens ayant le pouvoir médiatique vont se servir de ce besoin de morale et vont l'orienter vers des domaines qu'ils vont eux-mêmes établir comme étant légitimes pour recevoir ce besoin de morale, l'appliquer, le développer. Et ça, donc du coup, ça devient de la manipulation, donc on se joue du besoin de bien qu'ont les gens. Un phénomène très simple, c'est qu'on a remplacé, ce qui est très connu ça, en tout cas pour beaucoup, le social par le sociétal. Donc la vraie morale, c'est que tout le monde ait à manger, et à manger, tout le monde puisse avoir une espèce d'égalité face aux besoins naturels premiers. Ça, c'est, disons, une morale presque archaïque. Tout le monde doit avoir ça. Et ce qui permet de pouvoir l'envisager, c'est l'économique. Donc une répartition plus ou moins équitable des richesses, sur une vue d'ensemble. Mais bon, à partir du moment où les dés sont pipés sont en terrain politique, parce que la spéculation financiariste qui endette les États ne peut pas empêcher la paupérisation, l'appauvrissement, nécessairement, le besoin de morale, il faut qu'il migre sur un terrain factice. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va laisser croire qu'en fait on vit dans un monde où les homosexuels sont agressés tout le temps, où les noirs sont agressés tout le temps, ce qui est évidemment faux, ce qui ne veut pas dire que le racisme est bien, c'est faux. Mais évolutivement, ça s'est vachement amélioré, il y a beaucoup moins de racisme qu'avant, et c'est pas un sujet central quand on réfléchit aux vrais besoins humains prioritaires. Donc il y a une morale, une traction morale qui s'exerce, et il y a en fait des espèces de gens qui reçoivent ça, parce qu'ils ont un pouvoir médiatique, et qui le réorientent parce que c'est dans leur intérêt de réorienter la morale vers quelque chose qui est secondaire, qui ne veut pas dire qui est inexistant, mais qui est secondaire, à l'égard d'une morale prioritaire qui fait consensus, qui est celle de l'égalité économique, et donc de l'égalité des hommes face aux besoins primordiaux biologiques. Donc en gros, on remplace un besoin social réel en laissant à croire qu'en réalité, finalement, il n'y a plus besoin de traiter les problèmes de l'ouvriérisme, plus besoin de traiter les problèmes de l'appauvrissement, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que quelqu'un veut changer de sexe et qu'il est incriminé. Bon, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut déconsidérer, mais la réalité, c'est qu'on utilise le besoin de moralité, on le délocalise, parce que ceux qui ont le pouvoir, c'est comme s'ils aimantaient, si vous voulez, la morale des gens, c'est comme ça, qui captent ça. Bah, si tu veux quelqu'un considéré comme bien, il faut que tu sois pro-LGBT. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, c'est pas la question, mais je dis que c'est une captation totalitaire du besoin de morale des gens vers une direction qui, en réalité, prédéterminée à des fins pernicieuses, économiques, et réellement, elle, pour le coup, totalitaire. Bon, je pense que c'est clair. Et j'aurais une dernière question, après on pourra, je pense, terminer l'entretien. On se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix que de souffrir énormément pour pouvoir justement évoluer. Et cette évolution, je pense, ne se fera pas sans de la casse. Et quels seraient, selon toi, on pourrait dire, voilà, 3 conseils très simples, hein, qui pourraient permettre justement ce passage par des turbulences extrêmes qui serait peut-être mortifère pour un bon nombre de personnes. Quelle serait selon toi la meilleure voie possible pour justement réaliser cette évolution en sachant qu'il y a cette nécessaire souffrance à venir? Ben là, je vais tout simplement expliquer quelque chose de simple et plutôt me référer à ce qu'avait dit un jour Carl Gustav Jung lorsqu'on lui a posé une question concernant l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Et on lui demande pensez-vous qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Et c'était du coup après la seconde, évidemment. Il a répondu quelque chose qui fait sens. Il dit on peut l'éviter à une seule condition, qu'un maximum de personnes parviennent à rentrer en elles-mêmes. Évidemment, ça c'est un terme. Ce que je dis là, ça semble être assez bateau, c'est la spiritualité, mais il ne va pas forcément de ça au sens où on peut l'entendre communément. L'idée est la suivante, c'est que nécessairement, les conflits politiques, les conflits guerriers, sont relatifs à la projection de l'ombre. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a d'autres réalités économiques, disons qu'il y a l'opposition de 2 idéologies, une enracinée, une plutôt nomadiste, si on réfléchit au sens large du terme, et du coup, chacun est l'ombre de l'autre, il y a une opposition forte. Et ce que dit du coup Jung, c'est que là, et ça a existé avant, dans les rivalités religieuses, les rivalités idéologiques qui se transformaient sur le terrain de bataille en espèce voilà de... On vouait l'autre hégémonie parce qu'il était hérétique, parce qu'il était l'antithèse de ce que Dieu considérait comme valable, et donc du coup il fallait absolument participer à son éradication. Donc c'était pour le bien qu'on faisait le mal. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie la projection de l'ombre. En gros, dans la mesure où je suis difficilement capable d'établir un bien pur auprès des miens, je vais d'abord identifier le mal, et du coup, inconsciemment penser que je vais l'expurger en le projetant sur l'autre en fait. C'est-à-dire en gros, voilà, le mal c'est Hitler, le mal c'est Le Pen, le mal c'est machin, mais c'est pas parce que tu as identifié un mal extérieur de toi que tu as éradiqué le fait qu'il existe encore partiellement en toi.
Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à expurger le mal qu'on a besoin de projeter chez un tiers, nécessairement il y aura une répétition constante des conflits guerriers. Donc l'idée est la suivante, c'est de parvenir individuellement à identifier ce pourquoi tel ou tel individu nous révulse, à titre individuel. Pourquoi telle personne me déplaît? Pourquoi telle personne suscite en moi autant de désapprobation, de désaveu, et qui plus est parfois de haine? Et si on parvient à rentrer dans son ombre, c'est-à-dire à comprendre qu'en réalité ce qui fait qu'on déteste l'autre, c'est ce qui ne vit pas en nous. Je parle de mon exemple à moi, très simple, c'est que moi je suis par exemple quelqu'un de très intuitif et introverti pour le coup. Et l'idée c'est que j'étais souvent assez euh, frustré par les profils extravertis sensation, c'est-à-dire ceux qui étaient dans une forme de grandiloquence pour rien, qui en faisaient des tonnes, parce qu'en réalité moi, compte tenu de ce que je suis indisposé à être dans cette spontanéité-là démonstrative. Donc du coup, forcément, je projetais sur eux une somme de critiques. Mais putain, mais il en fait des tonnes, mon spectacle il est ridicule. Tout comme ces profils-là voient chez l'introverti intuitif ou l'introverti un type qui se plie dans ses bouquins, qui se replie dans la connaissance, à défaut de pouvoir jouir des bienfaits simples de la vie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ce qui lui manque chez lui. C'est ce que j'ai en moi, et ce qui manque chez moi, c'est ce qu'il a en lui. Donc nécessairement, si moi si je réfléchis pas à ça, que je le diagnostique pas, je vais moi me coaliser avec ceux qui sont comme moi et je vais construire une espèce voilà, de collectif contre ceux qui sont anormaux. Et c'est là que la guerre commence, entre guillemets. Et c'est ça à plus grande échelle de la guerre. Donc la solution d'éviter ça, c'est de comprendre que ce qui ne vit pas en nous va nécessairement prendre une forme de détestation extérieure et c'est ce qui est à l'origine des conflits. Et donc le conseil que je donne, c'est rentrer en vous, allez voir votre ombre, donnez-lui du crédit, asseyez-vous auprès d'elle, et elle apparaît grâce au confinement, et voir un petit peu ce qui fait qu'elle est limitée, et voyager avec elle en vous-même, à savoir dans ce qui peut être de l'ordre d'une destinée. Comprenez en vous qu'il y a un destin. Et un destin, ça veut dire une possibilité unique de s'établir en tant que personne ayant, comment dire, ayant en elle-même les possibilités. Si elle a, pour résumer simplement, un visage unique, une empreinte unique, elle a nécessairement un destin qui l'est tout autant. Et l'uniformisation extérieure qui nous pousse à devoir travailler dans des fonctions qui réduisent les possibilités d'authenticité sont autant de choses qui étaient à la fois des vecteurs comment dire de, de, de développement de la créativité sociale et en même temps comment dire des espèces de limitation du développement authentique de la personne. C'était les deux. J'existais extérieurement mais intérieurement non, ce qui veut dire que j'étais tributaire d'une validation constante, la note, l'approbation de celui qui m'aime, l'approbation d'une communauté. Et donc c'était toujours extérieurement. Dès lors qu'on arrive soi-même à traiter notre ombre qui, elle, nous rend justement extrêmement dépendants d'une validation extérieure, on parvient à trouver peut-être les grandes lignes d'une destinée qui nous est propre. Et c'est la seule solution pour parvenir à faire face à cette situation très difficile, parce qu'inhabituelle, et parce qu'à contre-courant de tout ce qu'on est habitué à vivre depuis l'enfance, cette agitation, mais salutaire si on sait être subi par la souffrance. Je terminerai par dire que dans la mythologie qui plus est grecque, cette idée de l'invincibilité est toujours corrélée à la capacité d'assumer une forme de souffrance. Achille est invincible parce que sa mère le trempe dans le Styx, le lac des enfers. Donc, chaque personne ayant traversé une partie de son enfer est capable de parvenir à voir le monde différemment, de manière moins appropriative, moins quelque chose qui doit répondre à des besoins superficiels et une espèce voilà, d'avarice inconsciente, d'individualisme inconscient, mais trouver en soi les clés permettant de déployer une personnalité qui au fur et à mesure du temps sera de moins en moins dépendante d'une approbation extérieure et en conséquence gagnera progressivement en liberté.